premiers astronautes à s'aventurer dans le vide spatial n'avaient pas subi un entraînement aussi poussé. Le 18 mars 1965, Alexeï Leonov est le premier homme à réaliser une sortie dans l'espace. La mission tourne au cauchemar. Sous l'effet de l'énorme différence de pression, sa combinaison se met à gonfler. Après 20 minutes dehors, il décide de regagner son vaisseau. Problème, il ne rentre plus dans le sas. En urgence, il dépressurise son scaphandre pour le faire dégonfler. Grâce à cette manipulation extrêmement risquée, il arrive à retourner dans le module, sain et sauf, mais choqué. Un phénomène plus inattendu, l'ivresse de l'espace. 3 mois après le russe Leonov, Ed White est le premier américain à sortir de son vaisseau. Il double le temps du russe et retarde au maximum son retour, prétextant une dernière photo. Les transcripts des communications qu'il a eues avec le centre de contrôle montrent qu'il se sentait tellement bien dans l'espace qu'il ne voulait plus rentrer. De quoi en perdre la tête, et au passage, un gant qu'il avait imprudemment laissé près de la porte. 50 ans après, le gant tourne probablement toujours en orbite autour de la Terre. Quand on parle de risque, on pense aussi à l'incident qui est survenu à votre coéquipier Luca Parmitano, qui a lui failli se noyer dans l'espace. Je sens de l'eau dans ma combinaison. Je sens beaucoup d'eau à l'arrière de ma tête et je sais que ce n'est pas de la transpiration. Le 16 juillet 2013, l'astronaute italien Luca Parmitano avertit son coéquipier que sa combinaison se remplit d'eau. Je le vois là. Chris, nous avons entendu ce que disait Lucas. Il a de l'eau dans les yeux maintenant. Ça s'aggrave. Nous vous demandons d'interrompre cette sortie. L'eau provient du circuit de refroidissement de la combinaison. Luca doit au plus vite retourner dans la station. L'astronaute ne sait pas si sa prochaine inspiration sera faite d'air ou de liquide. C'est assez incroyable, mais c'est ce qui s'est passé. Ce système de refroidissement liquide donc donne lieu à la circulation d'un liquide autour du corps. Il y a aussi un système de recyclage des gaz. En fait, on apporte de l'oxygène frais et on ventile les gaz pour enlever le dioxyde de carbone. Malheureusement, de l'eau a fui dans son système de ventilation et c'était de l'eau qui arrivait au niveau du casque, derrière la tête. Et petit à petit, son casque s'est rempli d'eau comme un aquarium. Ça avait tendance à se mettre dans ses yeux, dans ses oreilles et puis à aller dangereusement vers la bouche, le nez. Donc dans le pire des cas, il aurait fallu tout boire. On a juste 2,5 litres il aurait pu le faire, mais c'était quand même assez compliqué. Il savait plus où aller, il avait plus la liaison avec le sol, il voyait plus bien. Et grâce à son autre coéquipier, on l'a ramené à l'intérieur de la station. On a repressurisé un peu en express et puis on l'a sorti de son scaphandre. Après plusieurs minutes interminables, ses coéquipiers le type ne se mouvait pas. L'astronaute restera marqué par cette épreuve. Je pense que pendant plusieurs minutes, j'ai fait l'expérience de ce que pouvait ressentir un poisson rouge dans son bocal. Imaginez-vous vous déplacer les yeux complètement obstrués. C'est véritablement une sensation très inconfortable d'être le visage sous l'eau pendant tout ce temps. Mais la réaction des équipes a été incroyable, qu'elle soit au sol ou dans la station. Chris m'a parfaitement accompagné. Il a réussi à me ramener dans les temps. Voici comment Lucas aurait pu se noyer dans seulement 2,5 litres d'eau. Libérée de la pesanteur, l'eau dans l'espace prend une forme sphérique. Le liquide adopte la forme ayant la plus petite superficie, ce qui en apesanteur donne une boule. Mais l'eau ne se contente pas de former des petites billes bien sages. Elle adhère aux parois du casque et à la peau de l'astronaute. Elle ne s'écoule pas.
Après 6 mois dans la station, il va falloir redescendre. Difficile pour Thomas Pesquet de quitter ce spectacle grandiose. Il a pris des milliers de photos pour partager avec nous les plus belles vues en plongée de la Terre. L'eau turquoise de l'archipel des Bahamas. Le delta du Nil qui se jette dans la Méditerranée. La chaîne des Alpes. La Côte d'Azur et sa baie des Anges. Les contours de l'Hexagone, de jour comme de nuit. Ici, on distingue Paris, Bruxelles et Londres. Thomas remonte dans le Soyouz avec son homologue russe. Pour sa dernière mission, l'américaine Peggy Whitson a, elle, la chance de prolonger son séjour. La station n'est jamais vide. Depuis 17 ans, les équipages se relaient sans discontinuer. Et à chaque fois, le retour sur Terre est une épreuve. Ici à droite, la capsule qui se détache de la station. Elle est encore en orbite. Elle tourne à 28 000 km/h. Le voyage retour dure 2 heures. Un freinage continu et très violent. Donc c'est votre premier contact avec la Terre depuis 6 mois. Qu'est-ce qui vous surprend? Qu'est-ce qui vous étonne? Le premier contact avec la Terre, il est assez dur en fait, parce que l'atterrissage, on tombe, on est sous parachute, évidemment, il y a des moteurs qui se déclenchent à 80 cm du sol pour amortir le choc, mais le choc est quand même assez intense, hein, c'est comme un accident de voiture. Ensuite, s'il y a un peu de vent ou si le sol n'est pas exactement droit, la capsule va rouler, donc on a l'impression de se cracher sur l'autoroute et de faire des tonneaux. Ensuite, quand ça se stabilise, là, on a la conscience d'être revenu sur Terre. Donc, le premier contact est difficile. Ensuite, très rapidement, on ouvre le sas. On se sent pas très bien, un peu malade, une espèce de mal de mer, plutôt mal de terre. Mais il y a le côté vent frais, les odeurs. Moi, je sentais le savon des gens qui venaient nous sortir de la capsule. J'ai l'impression qu'ils sentaient super bon, ce qui veut sans doute dire beaucoup de choses sur le fait que nous, on ne devait pas sentir super. Mais voilà, on a l'impression que toutes les sensations sont décuplées comme une télé où on aurait mis le contraste au maximum. Et vous êtes transporté à ce moment-là, vous êtes porté. C'est une précaution ou vous êtes vraiment incapable de marcher? Non, c'est un peu des deux. On pourrait marcher. En cas d'urgence, il faudrait de toute façon qu'on se débrouille tout seul, et c'est arrivé. Hein. Mais c'est plus confortable de se laisser porter. En plus, le scaphandre n'est pas fait pour se déplacer. Hein. Il est quand même fait pour qu'on soit assis un peu en boule dans le Soyouz, dans le cockpit du Soyouz, on va dire. Il n'autorise pas vraiment à faire des grandes enjambées ou des choses comme ça. Et c'est un peu une précaution. On a peur que les astronautes aient la tête qui tourne, perdent connaissance, tombent, se blessent. Donc on essaie de prendre le plus de précautions possible. Retour sur Terre à première vue sans problème pour Thomas Pesquet. Mais ça ne se passe pas toujours aussi bien. Le 22 septembre 2006, alors qu'elle vient d'arriver de la station spatiale et donne une conférence de presse, l'américaine Heidemarie Stephanie Shine Piper est prise d'un malaise. Sous le regard interloqué de ses amis et de sa famille, la jeune femme se ressaisit aussitôt pour terminer son discours. Mais la voilà de nouveau saisie de vertige. Selon un médecin qui a examiné la jeune femme, elle a mal supporté le passage de l'impesanteur à la gravité terrestre. Quand vous racontez à votre atterrissage, vous dites que quand on vous a passé un téléphone, quand il a fallu le porter,
C'était un poids énorme. Ah oui, c'est vrai, mais en fait, c'est la gravité, c'est un énorme élastique qui nous tire vers le bas en permanence. Alors on l'oublie, on se rend pas compte, mais quand on l'a plus vécu pendant 6 mois, eh ben de lever la main comme ça, c'est de tirer sur un gros élastique, et j'avais l'impression que ce téléphone allait tomber, que le poids de ma tête, il allait m'entraîner d'un côté ou de l'autre, que j'allais jamais arriver à pouvoir la ramener tout droit avec les muscles de mon cou. Donc il a vraiment fallu un peu de réadaptation. Et ensuite, le plus difficile, c'était l'équilibre et puis l'orientation dans l'espace. Quelques heures après son atterrissage, à son retour à Cologne, au centre des astronautes européens, Thomas a du mal à marcher. Il porte encore les marques de son séjour en orbite. En retrouvant brutalement la gravité, son sens de l'équilibre et de l'orientation est perturbé. Son cœur, habitué à fournir moins d'efforts pendant le séjour en orbite, s'est affaibli comme celui d'une personne âgée ou sédentaire. Pour les mêmes raisons, ses artères se sont rigidifiées. N'ayant pas eu le poids du corps à supporter, sa colonne vertébrale s'est étirée. Il a même grandi de plusieurs centimètres. Quant à ses muscles, ils ont fondu, surtout ceux des jambes au repos forcé dans l'espace. Même chose pour ses os, sans la stimulation de la gravité, ils ont perdu de leur densité et sont donc plus fragiles. Enfin, à 400 km d'altitude, l'astronaute a été davantage exposé aux radiations du Soleil et au rayonnement cosmique. Les risques de développer un cancer sont à terme plus élevés que s'il était resté sur Terre.